Ok, bienvenue pour le deuxième épisode avec Alex et le 5e ou 6e épisode Resilient Podcast. Change de nom. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du système sympathique et parasympathique. On va continuer un petit peu sur ce qu'on avait déjà commencé la dernière fois au niveau du Strong Fit. Alors une chose quand même importante, tout ça, ça vient de Julien Pinault du système Strong Fit. Donc vous avez tous ces podcasts, vous avez toutes ces vidéos, vous avez vraiment tout ce qu'il peut publier, etc. sur son site aussi, pas mal d'articles. Sur la chaîne Strong Fit, que je mettrai peut-être en lien d'ailleurs dans les commentaires. Ouais, Strong Fit YouTube. Strong Fit YouTube, ouais. Son podcast, il est disponible sur Spotify, entre autres. Et vous pourrez trouver tous ces contenus en ligne. Donc voilà. Donc c'est notre interprétation, c'est notre compréhension. Donc on va partir de quelque chose de relativement simple et après il se peut qu'on parte un peu dans une discussion un petit peu plus aléatoire, notre compréhension de la chose sur le moment ou en ce moment, d'accord. Mais ça peut être intéressant pour vous, notamment pour comprendre un petit peu déjà ce qu'on fait dans les cours de Strong Fit, un peu plus précisément pourquoi est-ce qu'on choisit certains exercices et pas d'autres. Pourquoi est-ce qu'on vient essayer d'activer certaines chaînes musculaires et pas d'autres. Voilà, donc on va commencer. Et on va commencer par ce joli petit tableau qu'on a là. Alors je ne sais pas du tout comment il va ressortir sur la vidéo. Hop. On va le mettre ici. Vas-y, je te laisse faire l'intro. Alors, donc là on a un cercle. Ça vient de la théorie de la phylogénétique hiérarchie. Donc en fait c'est différentes branches du système nerveux. On va essayer de faire relativement simple. Ça c'est la plus ancienne. Donc dans la théorie c'est qu'on a commencé avec la plus ancienne, c'est le freeze. Derrière on a évolué, on a eu le flight, ensuite le fight et le flow. La théorie c'est qu'aujourd'hui par exemple quand on est confronté à une situation, à un problème, on va chercher à le résoudre en utilisant la première branche, la plus Okay. récente, la plus évoluée. Cut. Trop compliqué ? Non, ouais, parce qu'en fait, ok, juste un truc. Je sais pas si je ferai un cut ou pas, mais on va revenir juste un tout petit peu en arrière pour parler un peu de ce que c'est du système sympathique et parasympathique. On est tellement dedans qu'on percute plus. On part trop loin. Ouais, voilà, c'est ça. D'abord, le système parasympathique, sympathique, c'est le système nerveux central qui va gérer un peu vos réactions de manière autonome. C'est pas vous qui allez décider en fait de ce que vous. Enfin, c'est pas vous qui allez décider. En tout cas. Voilà. C'est quelque chose qui est un peu indépendant entre guillemets de votre volonté. C'est ce qui va vous permettre de survivre à l'attaque d'un lion ou d'un ours. C'est ce qui va vous permettre de récupérer. C'est le système nerveux. Il fonctionne, d'accord ? Et le principe un peu de Strong Fit, c'est que par l'intermédiaire de l'action de certains muscles et par l'intermédiaire de l'action de certaines manières de travailler, etc., ou de certaines intentions qu'on vient mettre dans les éléments qu'on fait, on va pouvoir activer un système nerveux particulier, donc notamment soit le sympathique, soit le parasympathique. D'accord ? Pour vous donner un exemple simple, pour en revenir justement à cette petite wheel, cette petite roue là du système parasympathique-sympathique. Si il donne un exemple, Pinot, qui est parlant, c'est le matin on se lève, on voit que notre voisin il est en train de balancer ses ordures dans notre jardin. Donc là on est un peu dans le flow, donc on va aller discuter avec cette personne-là. Et le ton monte, etc. Donc on va passer d'un état de flow, donc un état parasympathique, à un état de fight, un état sympathique, dans lequel on va se battre contre la personne, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la personne, en fait, elle a fait des arts martiaux pendant 25 ans, elle est en train de nous défoncer la tronche. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va fuir, parce qu'on ne peut pas prendre le dessus. Donc on va s'échapper, on va fuir et on passe toujours en étant dans le sympathique, dans le système nerveux sympathique. On passe en flight, et on fuit. On fuit jusqu'à ce qu'on se rende compte que le mec nous suit. Il vient jusque chez nous, etc. Et là, on est apeuré, on est derrière la porte de la maison. Il a pris pris son ninjaku. Voilà, c'est ça. Et on est recroquevillé sur nous-mêmes et on a peur. Et ça, c'est le freeze. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous êtes en freeze, vous êtes dans un flight maximum. Le freeze, ça peut être aussi du coup la récup.
Tout ce qui est le fait quand on dort, on est en freeze, donc on est dans un état où on bouge pas beaucoup. Donc voilà, ça c'était juste pour remettre un petit peu en contexte la roue, ça est l'élément notamment de Stephen Porges, c'est ça, hein? Ouais. Porges, qui parle du phylogénétique hiérarchie, qui est basé sur les réactions dues au système nerveux. Donc on sait tous que si jamais il y a un ours ou un loup qui vient, etc., on a deux solutions. Soit on va se battre contre lui, ou soit on s'allonge au sol et on fait le mort. Voilà. Ni l'une n'est bonne, ni l'une n'est mauvaise. C'est des réactions qui sont souvent indépendantes de notre volonté. Et ça, c'est important de comprendre. C'est pas nous qui allons décider si on va se battre ou si on va s'allonger pour faire le mort. C'est notre système nerveux qui nous met dans une situation où on n'a pas le choix. On est comme ça et terminé. Les situations de freeze, par exemple, on peut les retrouver dans des situations de danger extrême. C'était les exemples qu'il donnait. Par exemple, sur une prise d'otage, il y a des personnes qui vont être pris par la peur, qui vont plus bouger, qui vont être pétrifiés au lieu de se sauver, par exemple. Mais ouais, c'est indépendant de notre volonté. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont essayer d'aller se battre et qui vont rentrer dans le mode fight plus qu'en mode flight. Et que si on cherche à lutter parfois contre ce freeze, ne pas l'accepter, ça va faire qu'on va peut-être encore plus rester bloqué après dans ce freeze. Faut pas paniquer face à cette situation. Alors, ce qui peut être intéressant, et ce qui est notamment l'intérêt du travail, c'est que est-ce qu'on a la capacité de retarder un peu cet élément freeze pour rester un peu plus dans le fight et avoir des réactions qui sont, voire même rester de plus en plus vers le flow pour avoir des réactions sensées. Et on peut considérer par exemple que notamment lors d'une prise d'otage, une personne lambda dans un avion va très mal réagir et va se bloquer, alors qu'une personne qui est aguerrie à ce genre de situation, un flic, une personne du GIGN par exemple, va savoir gérer et lui sera dans mode en mode fight, je vais y arriver, en mode fight, voire même en mode fight avec du flow. Ouais, qui va pouvoir rester lucide. Voilà, il va rester lucide, il va agir en fonction, il aura une réflexion. Qui va pas se battre bêtement en prenant des risques. Ouais. Et donc on en revient justement à ce qu'expliquait Alex au début, c'est que vous avez le flow qui se trouve en parasympathique en chaîne internal torque, donc en torque interne. Ouais, qui va être lié à torque interne principalement. Voilà, les muscles du torque interne. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, peut-être qu'on en discutera un petit peu plus tard aussi. On va faire une vidéo sur les torques. Ouais. Aussi. Et ensuite, le fight ou le flight, qui sont en chaîne plus torque externe. Ouais. Torque externe, et donc dans le système nerveux sympathique. Okay. Et comme JP a dit, donc, quand on avait un problème, on commence avec le flow. C'est ce qui nous permet de ne pas nous battre direct. Dans notre société, maintenant, on va bien plus parler pour résoudre un problème. Derrière, c'était le fight, on s'énerve face à la situation. Si on se rend compte que le combat, on risque de le perdre, flight, on se sauve. Et si on se rend compte qu'on a un risque, on risque pour sa vie, on risque de mourir, on peut passer en freeze, faire le mort. C'est une des stratégies, par exemple, pour se sauver. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la base. Après, si on prend ça sur le point de vue un peu plus de l'entraînement et pas des situations de survie, etc., on peut retrouver les 4 caractéristiques dans l'entraînement ou dans votre journée de base, où on va considérer par exemple que le freeze sera votre phase de sommeil ou votre phase de récup intensive, hein, pas ce que vous allez faire toute la journée. Le flow, ça va être ce que vous allez faire un peu alors toute la journée, ou en termes d'entraînement, on peut parler de cardio, quelque chose de cool, de tranquille, etc., qu'on a la capacité à soutenir. Donc là, un petit parallèle avec OPEX notamment. Le fight, ça va être tout ce qui va être le travail de force, le travail qui va vous mettre dans un état où va falloir vous battre en fait. Puissance lactique, tout ce qui va être un peu violent, tout ce qui va être dur et violent. Et le flight, c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum. Parce qu'on n'a pas envie de... Le fight, c'est ce qui se passe quand vous êtes en train de faire un WOD et que, au lieu de faire face à la barre, vous vous retournez, vous mettez les mains sur les genoux, vous en pouvez plus, vous vous mettez à genoux en plein milieu d'un WOD, etc. Vous êtes clairement en flight. Ça veut dire que vous avez plus envie, vous voulez vous échapper plutôt que de continuer. Vous êtes en train d'endurer vous endurez le WOD séance. plutôt que de diriger en fait le WOD. De faire ce que vous aviez prévu de faire, notamment dans le WOD des Open, où on dit qu'on va faire tant de reps à la minute et au final, ça se finit de manière catastrophique. Donc ça, on retrouve en fait cette roue qui indique un peu dans quel système nerveux vous vous retrouvez lors de l'entraînement. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que vous avez la capacité. Alors moi, ce que j'avais noté, c'est
est-ce que c'est l'entraînement qui dicte le système nerveux qu'on va utiliser, c'est-à-dire que c'est la capacité physique, ou est-ce que c'est le système nerveux qui dicte ce qu'on va faire à l'entraînement? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous partez dans un WOD avec des appréhensions ou avec beaucoup d'anxiété, etc., le système nerveux va se mettre en place et du coup, vous allez plus avoir tendance à aller recruter des chaînes externes, les torques externes, dans un WOD qui ne nécessite pas forcément ces chaînes musculaires-là, donc pas faire le maximum de ce que vous pouvez faire. Ou plutôt, est-ce que c'est un entraînement qui va dicter ce que le système nerveux dans lequel vous allez pratiquer, notamment ce qu'on fait en Strong Fit. Donc quand on parle du T-Liquid, quand on parle de TAO, etc., on vient activer certaines chaînes musculaires pour que ces chaînes musculaires vous mettent dans un système nerveux défini, et c'est pas l'inverse. Donc je sais pas ce que toi tu penses là-dessus sur le... Après, c'est un peu une boucle en fait, où on va arriver dans un état. Dans cet état, on peut être plus apte à faire tel ou tel effort. Et après, l'effort également, ou les muscles qu'on va recruter vont impacter aussi l'état dans lequel on est. Donc c'est un petit peu... Oui, c'est un feedback loop. Ouais, voilà, l'un communique exactement. avec l'autre, etc. Oui, exactement. Après, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que on se rend compte qu'on peut influencer donc justement l'état dans lequel on est par les torques, donc avec les exercices qu'on va faire et la manière dont on va les réaliser, par la respiration aussi. Ouais, complètement. Ouais. Donc la respiration, c'est l'un des points les super importants. Souvent, quand on coach, on peut voir si une personne elle est plutôt en flow, en fight, si elle passe en flight, grâce aux expressions du visage, grâce à la manière de respirer. Donc l'une des manières également de contrôler, c'est pas juste un témoin de la branche dans laquelle vous vous trouvez, c'est aussi un moyen d'influencer la branche dans laquelle vous êtes. Quelqu'un qui va respirer calmement par le nez, on sait qu'elle est en flow, peut-être elle se rapproche un petit peu du fight, mais si on voit quelqu'un qui a le visage crispé, qui respire par la poitrine de manière désordonnée, en hyperventilation, on sait qu'elle va pas rester encore longtemps opérationnelle dans le WOD parce qu'elle va bientôt exploser. Donc c'est important de bien gérer la respiration et également les muscles que vous utilisez. Ça, c'est ce qu'on vient de vous dire souvent quand vous êtes en train de faire un WOD et que vous êtes en train à la limite de l'explosion, etc. Et qu'on vous dit calme-toi, prends une respiration, pose-toi, détends les muscles du visage, etc. au lieu de faire la grimace, c'est pour vous éviter justement de laisser le système nerveux prendre le dessus total et vous mettre en flight. Alors que vous pourriez, si vous contrôliez votre souffle, vos expressions du visage, notamment par l'intermédiaire du nerf vague, rester en fight, ou vous rapprocher le plus possible du fight flow plutôt que de passer dans le fight flight. C'est ce qui se passe très souvent où on se rend compte que l'intention ou comment ça s'appelle, la perception de ce qui est en train de vous arriver va changer complètement votre manière de réagir face à un WOD. La perception également. Ouais, la perception, c'est énorme en fait. Ouais. C'est énorme. Si par exemple on a tous des mouvements qu'on aime un petit peu moins dans le CrossFit, donc des fois s'ils apparaissent dans un WOD, on l'aborde pas du tout de la même manière que si c'était notre mouvement favori sur lequel on prend du plaisir, sur lequel on est performant. On va pas aborder du tout le WOD de la même manière. Moi j'ai un exemple parfait pour ça. Faut essayer justement de modifier sa perception et sa manière de penser. Au final, c'est pensée positive, les discours internes, c'est un petit peu des techniques de préparation mentale, mais qui vont faire qu'on va aborder le WOD d'une manière complètement différente. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme au lieu si on d'y aller à reculons, on y va et on a envie d'y aller, quoi. C'est une fois on va se battre contre Mike Tyson, ou une fois on va se battre contre un petit gamin. Ouais, c'est ça, un type qu'on est sûr d'exploser, ou un truc qu'on est sûr de se faire exploser. Ouais. Et pourtant, la perception et la réalité de la chose, c'est souvent l'intermédiaire des deux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais déjà, c'est jamais sûr d'exploser quelqu'un, mais c'est jamais sûr non plus de faire une énorme perf sur un WOD. Ouais. On ne sait jamais ce qui peut vous attendre, etc. De la même manière, c'est à l'inverse, le WOD n'est jamais aussi difficile que vous l'imaginez. Il l'est de cette manière-là parce que c'est des mouvements que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas envie de faire. Donc c'est votre perception qui va vous mettre dans un système nerveux, dans une manière de réagir qui va être complètement différente de ce que vous devriez faire. Moi, quand je fais Fran, c'est clairement pas la même chose que quand je fais Diane. Et Diane, c'est 21-15-9 aussi. Hein. Ouais. 21-15-9 deadlift HSPU. Je sais qu'il y a des HSPU, je sais que je vais tout exploser. J'y vais, mais alors à donf. Ouais. Par contre, Fran, il y a des thrusters, c'est plus la peine. Et là, j'ai grosse anxiété. J'ai coaché un Fran la semaine dernière et clairement, il y avait des personnes où
on sentait, elles avaient déjà le pied sur le frein, quoi, avant de partir. Ouais, mais ça, c'est aussi dû parce que Fran, c'est le WOD probablement le plus célèbre du CrossFit et que tout le monde a eu une telle envie en fait de faire bien dans ce WOD et se prendre une telle claque. On a toujours un. Ouais, c'est ça, qu'il y a toujours la boule d'adrénaline. On a un petit stress d'adrénaline avant le Fran parce que il a une certaine importance dans le sens où c'est un benchmark assez connu. Ouais. Et en fait, en fonction de vos expériences passées, ça veut dire que si la dernière fois que vous avez fait Fran, ça a été une horreur, etc., vous allez y aller avec beaucoup d'anxiété. Alors que si c'est quelque chose où vous avez performé, vous avez fait moins de 3 minutes ou moins de 2 minutes, moins de 2 minutes c'est difficile, hein, mais moins de 3 minutes, vous allez vous dire, alors là je vais fumer ce WOD, vous allez l'attaquer de manière complètement différente. Ouais. À ne pas confondre simplement avec la petite boule qu'on peut avoir dans l'estomac, l'adrénaline, etc., ça peut être d'une manière positive ou négative. Ouais. Par exemple, il y avait des personnes après la série de 21 thrusters qui étaient déjà les mains sur les genoux, mal. Ça montre que 21 thrusters, ils ont une capacité qui est supérieure, mais ils sont déjà... Et ça, ce qui est marrant, l'appréhension et ça impacte leur perception de leur effort, en fait, et ils paniquent. Et si on sort cet élément-là du WOD, et qu'on vous met un autre WOD avec, par exemple, max thruster, ensuite max pull-up, ensuite max push-up, ou je sais, peu importe l'élément, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher peut-être 22, 23 reps en thruster avec la même charge, et qui, pour autant, ne se sentiront pas aussi mal qu'ils se sont sentis quand ils étaient dans le Fran. C'est pas imposé qu'ils Exactement. Font, Et du coup, il n'y a pas aussi la perception que c'est le WOD Fran, c'est ce WOD-là. Là, c'est un autre WOD. Ils n'ont pas de repère. Donc, s'il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'anxiété. S'il n'y a pas d'anxiété, ils performent beaucoup mieux. Performer ils performent. Je pense que, par exemple, sur les séances Strong Fit là, qu'on met avec les séries max, moi, je trouve on sait que c'est une série max, donc ça va piquer. Mais on sait aussi qu'on n'a pas un nombre de reps à aller chercher. Il y a 0 stratégie. Donc ça donne une certaine liberté et du coup ça peut apporter une certaine confiance où on n'a pas à avoir peur de la suite du WOD. C'est une série max et quand elle est terminée, elle est terminée. Du coup on peut toujours aller chercher les reps suivantes. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de chiffre associé à ce qu'on a déjà fait, etc. Ouais, exactement, Donc on se libère en fait de certaines anxiétés. Sereinement, et du coup se libérer et du coup produire un effort plus important qu'un WOD où on nous dit c'est 21, 15, 9. Ouais, complètement. Sans forcément s'en rendre compte, mais on fait un effort supérieur. Complètement. Donc voilà ce que c'est un petit peu le IT-IT. Donc on peut rentrer un petit peu rapidement dans les muscles IT-IT. En gros, une analogie qui est un peu pas mal, c'est que quand vous expirez complètement, vous avez tendance à rentrer en interne. Vous rentrez en fait en interne. Et quand vous inspirez et que vous ouvrez la cage thoracique, vous venez recruter concrètement des muscles un peu différents. On rentre un petit peu en torque. En torque externe. C'est rétraction, expansion un petit peu. Par exemple, on a le haka, ça va être fight. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver ça dans beaucoup de choses, on va dire dans la vie de tous les jours. Les danses, par exemple, des guerriers qui se mettent clairement dans des positions en externe. Si on regarde les All Blacks qui font le haka, on dirait qu'ils pourraient faire un sumo deadlift en gros. Ils sont en position large, le dos en extension. Et ça leur permet de les activer. Je pense que le haka, c'est un bon moyen de faire que son state, on soit en sympathique. Et derrière, pour un sport comme le rugby, les entames de match et débuts de match, c'est important. Donc ça peut être un bon moyen. Pareil en boxe thaï. Si vous regardez les danseurs, alors pas en boxe thaï, je ne sais pas si en France ils font ça, mais en Thaïlande, les boxeurs thaï, avant de faire leur combat, ils font toujours une danse. Et ils rentrent aussi... Donc c'est une danse qui est un petit peu spirituelle, etc. Mais si on regarde tous les positionnements qu'ils font, etc., c'est toujours très ouvert et ça va surtout chercher des torques externes plus que des torques internes. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de ce qu'on disait tout à l'heure, par l'intermédiaire des éléments qu'on va mettre dans un WOD, notamment en Strong Fit plus qu'en CrossFit, des éléments qu'on va mettre dans un WOD et des mouvements qu'on veut vous faire passer dans un état différent. La dernière fois je crois il y avait 3 RM pull-up. Et c'était justement l'intérêt, c'était et des box jump over the box sans toucher la box. Donc déjà ça crée une espèce d'appréhension. La chute est possible, on peut se faire mal, on peut se blesser, justement, etc. On a vu des personnes qui étaient entre le fight et le flight, qui avaient besoin de se faire un petit peu violence et qui pouvaient pas le passer en flight et qui essayaient de contourner et d'essayer de l'aborder en flow en faisant genre non, tranquille, je suis calme, mais ça marchait pas. Ça marche pas. Et bim, il repartait direct dans la fuite et il s'arrêtait devant l'obstacle. Donc il faut réussir à se faire passer en fight, à enlever les appréhensions et derrière y aller. Donc exactement. Ceux qui n'avaient pas d'appréhension, mais ils avaient moins de difficultés,
Et derrière, ils avaient même plus besoin de créer un fight aussi important. Ils pouvaient limite l'aborder après en flow parce qu'ils avaient créé une confiance en fait face Oui, au c'est ça. mouvement. Donc ils étaient un petit peu à la Plus d'anxiété. transition flow et fight au Plus final. d'anxiété, plus de peur. Ouais. Ils savent que ça passe, ils savent que maintenant c'est bon, ils ont géré le mouvement, etc. Ouais, ils sont passés Donc ils sur sont dans l'autre un état frontière, d'esprit, voilà, entre complètement. flow et fight plutôt que fight et flight. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que ça va vous permettre peut-être de prendre du recul par rapport à ce que vous faites à l'entraînement, notamment de vos WOD. Là cette fois-ci on va revenir sur les WOD de base. Ça va vous permettre de prendre du recul vis-à-vis de votre manière d'aborder en fait l'élément que vous devez faire dans la journée, peu importe que ce soit un metcon ou de la force ou etc. Moi ce que je remarque c'est souvent sur les back squats ou les front squats où à la manière de déraquer une barre, je sais s'il la passera ou pas. Voilà. Parce qu'on sait si la personne se voûte légèrement à l'intérieur, etc. Elle a les coudes qui rentrent à l'intérieur, le dos qui s'arrondit, etc. Elle n'a pas l'attitude qui va avec le fait de soulever une barre max. Elle n'est pas du tout en sympathique. Elle subit la barre. Donc en gros, elle est passée complètement directement en flight. Et du coup, la barre passera pas. Clairement, c'est tellement visible que c'en est... des fois, il faut limite dire repose ta barre. Ouais. Récupère une minute, reprends tes esprits et remets-toi sous ta barre, mais avec une intention là, de casser la barre et non pas de te faire casser par la barre. Il y a pas mal d'exemples. Il y a le livre Stuart McGill, c'est celui sur l'expert du dos. Ouais, celui qui dit c'est la méthode pour réparer notamment les problèmes du bas du dos. Ça. Il a fait un livre il n'y a pas longtemps avec un powerlifter là, et il parle du neural drive, de l'activation nerveuse en fait. Et il y avait un témoignage je crois que c'est Alexei Alexeyev, un des haltérophiles russes très très connus, l'un des meilleurs à l'époque, et qui explique il avait fait un clean et qu'il s'était autorisé un sourire intérieur et qu'il avait loupé le jerk parce que ça avait fait baisser son activation. On a l'exemple aussi de Eddie Hall sur le deadlift qui est passé par des méthodes d'hypnose, qui s'est imaginé dans une situation de danger extrême. Il veut même pas parler de la situation à laquelle il a pensé parce qu'il dit que sinon on le prendrait pour un psychopathe. Donc, et il est pas du genre timide, Eddie Hall, dans les vidéos. Et ça montre à quel point ça a pu lui permettre de rentrer en fight et lui permettre de faire un deadlift à 500 kg. Une performance qui, sans être dans cet état-là, il aurait sûrement pas pu réaliser cette performance. Donc là, ça me fait penser à deux questions. Donc là, on sort un peu de l'explication, on part dans le questionnement. La première question, c'est est-ce qu'on peut passer du flight au fight flow par l'intermédiaire de la mentalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que la fois où j'ai passé mon PR au snatch, j'ai visualisé non pas l'échec, parce que je visualise pas l'échec, mais j'imagine tous les échecs possibles, etc. J'ai visualisé la joie de la réussite. Pas comment j'allais réussir. Je me suis imaginé l'avoir faite et l'émotion qui avait rattaché au fait d'avoir passé ce PR au snatch. Donc quand j'ai passé 80, c'est comme ça que je l'ai passé. Je me suis dit putain. Moi, on pourrait se demander si justement, si tu crées cette émotion, si tu arrives à vraiment la ressentir, est-ce que du coup c'est vraiment utile pour toi de faire ton PR au snatch, tu vois? Moi j'ai l'impression des fois quand j'étais plus jeune, j'avais un projet, c'était partir aux États-Unis. J'avais l'impression que le fait de le raconter, ça faisait comme si c'était réalisé et derrière, j'étais moins entreprenant dans la réalisation du projet. Alors ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Ça, c'est carrément pas faux. Mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, en fait, j'étais dans une situation où si on prend le tableau. T'étais peut-être plus en flight avant. J'étais un petit peu ici. Parce que l'appréhension de passer la barre, enfin, aucune appréhension, mais le fait d'encore louper, etc. Et j'avais besoin de me retrouver ici. Et donc du coup, t'as essayé de D'accord. J'ai essayé d'aller au flow pour finir dans le fight entre les deux. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de me retrouver en fight, d'essayer de m'activer, on me dire je vais la passer au lieu de m'énerver ou etc. Au contraire, j'ai essayé de ramener l'émotion plus ici pour revenir dans cet état-là, qui était le fight et qui m'a permis de me battre contre cette barre et de la réussir. Par rapport au fait équilibrer un peu la balance au final là. Ouais, c'est ça, complètement parce que on sait que alors déjà quand on est face à un max, etc., ou quand on fait par exemple souvent ce que je fais en EMOM, etc., on voit complètement le changement. On passe d'une barre à l'autre et l'état d'esprit change complètement. Mais clairement on le sent intérieurement. Après on peut essayer de se mentir ou quoi Oui, tout à fait, on se parle, on essaye de s'expliquer, etc. Ou alors on essaye de regarder la vidéo à un point technique, mais c'est pas forcément la technique, des fois c'est juste dans la tête, on l'appréhende pas de la même manière et c'est ça qui fait que ça impacte la manière d'aborder le mouvement. Moi sur une séance en snatch, je trouve le snatch c'est intéressant parce que
faut quand même être coordonné. Complètement. C'est un effort explosif, rapide. Mais c'est là qu'on voit que il est complexe, quoi. vous perdez. C'est là que ça c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est là qu'on voit on perd complètement notre notion de flow quand la charge devient lourde. Et on voit les changements de technique aussi. Voilà, complet. On peut dire ouais, mais c'est parce qu'il a pas assez de force, du coup il part sur les mauvaises habitudes. Ouais, mais non, il y a Mais je aucune pense que logique. ça peut être lié Parce à qu'il l'état comprend- dans lequel on est. Il comprend l'élément, il comprend la manière de faire le snatch de manière. Quand on dit il, c'est n'importe qui. Hein. Ouais, Il comprend la manière de faire le mouvement de manière technique. Il comprend la logique de la technique, l'utilité de la technique, d'être vertical, de pas tirer trop tôt, etc. Et dès que ça devient lourd, Hop. boum, il passe en flight. Ouais. Il change complètement sa technique. Et la coordination diminue. Exactement. Il n'y a plus rien du tout. Tout le travail qui a été fait de 0 à 50 ou à 60 ou à C'est 70 perdu, kilos, etc., c'est quasiment perdu. On se dit, mais pourquoi maintenant est-ce que tu changes ta technique ? Hmm. Pourquoi est-ce que, quand c'est le plus nécessaire, est-ce que la technique se dégrade le plus ? Ouais. C'est fou. Et donc, si c'est pas une corrélation avec le système nerveux, alors dans ce cas-là, il faut trouver d'autres explications. Mais c'est vachement intéressant, justement, de se dire que c'est le fait de passer en flight qui Ouais, fait parce perdre qu'on- toute on la le notion perçoit du flow. comme un Voilà. combat qui va être difficile, C'est qu'on ça. peut potentiellement perdre. Donc on est entre le fight-flight, la coordination diminue, la coordination elle diminue, et du coup derrière, Voilà. On la est ici. technique, on la jette par la On fenêtre. est ici au lieu de se retrouver là. On se dit un peu fuck, je tire sur la barre, ça va passer, quoi. Enfin, faut Ouais, c'est ça. tirer. En gros, c'est ça. Voilà. Au lieu Il faut de y aller. rester calme et dans le combat et calme, là on est dans le combat et un peu dans la fuite et on tente un peu n'importe quoi au final. Ouais. Moi j'avais remarqué, c'était sur une séance ou une montée en snatch, où à la fin, bah là, c'était une barre que j'avais pas fait depuis longtemps et je l'avais échoué, et derrière j'ai essayé de me remotiver, j'ai essayé de m'activer, mais je pense trop en fight au final. Et derrière, c'est pas passé. Je pense que, ouais, pour moi, à mes yeux, l'haltéro, c'est des mouvements qui sont tellement techniques. Après, Il faut être qu'il plus proche du il faut flow fight rester- que voilà, du fight il flight. faut rester lucide. Si on regarde les haltérophiles, ils ont pas l'air complètement fous quand ils arrivent sur le plateau. Ils ont l'air plutôt calmes, posés dans leur bulle. Et Ouais, à chacun sa concentration, à chacun sa méthode de concentration. comparé à, je sais pas, si on regarde un powerlifter qui va faire un gros deadlift, Ouais, ça, souvent ils arrivent, ils s'énervent un peu L'ammoniaque dans le plus. nez, etc. Ouais. Là, Il y a c'est des vraiment. haltérophiles qui utilisent ça aussi, mais Mais ils restent malgré tout, ces gens-là qui font des barres exceptionnelles et des barres très lourdes, comme on disait tout à l'heure, ils restent quand même d'une certaine manière, au moins un petit peu dans le flow pour avoir la capacité d'exécuter un mouvement de manière correcte Mhm. et précise. Ouais. Et pas juste, leur but c'est pas juste de prendre la barre n'importe comment et de la soulever. Mhm. Hein. Cet aspect technique, il reste quand même extrêmement important. ouais. Et ça, juste le fait de rentrer en fight vous permettra pas forcément de soulever une barre si l'aspect technique est pas présent déjà à la base. Ouais, c'est sûr. Alors un des parallèles moi qui m'intéresse un peu en ce moment, c'est le parallèle avec le système OPEX, enfin le système OPEX, c'est pas le système OPEX en fait, c'est avec les filières énergétiques Ouais. et le travail sur certaines filières énergétiques qui peut permettre de rentrer dans certains états et d'élever un peu le principe de Julien Pineau qui est l'arche, qui dit que si on vient en fait travailler l'aspect flow, donc on va dire le cardio, quelque chose qui est contrôlé, qui nous fait vraiment pas peur, où on est bien, et l'aspect fight, donc les éléments max, etc., ça va faire augmenter l'arche. Donc le principe, il est... On va faire une arche. Ici, le point de structure. Si là, on est dans le fight, ici, on est dans le flow. Voilà. Donc si là on retrouve ici le flow, si là on retrouve le fight, si on fait augmenter nos capacités fight et nos capacités flow, l'arche augmente et du coup on devient plus performant, on est plus à l'aise. Ouais. Et la question c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Et moi, de ce que je disais, c'est que si on arrive à travailler dans le flow, on développe son VO2 max, on développe son cardio. Dans le fight, on développe sa force, on développe sa capacité à aller faire Capacité lactique, Voilà. puissance lactique, des sprints, Exactement. force max. Et à la limite, en fait, du comment ça s'appelle ? À la limite du flight. Ouais. Ça veut dire que quand on est dans le flow, si on prend les filières énergétiques, le fight, ça va être l'ATP. Attends, on va revenir sur les filières énergétiques. Ouais. Le flight, ça va être l'ATP. Le flow, ça va être le cardio. Et ce que je pense, c'est que peut-être que la filière énergétique glycolytique, les éléments un peu intenses, etc., c'est ce qui va permettre en fait d'améliorer en retardant le plus possible. Donc si on travaille en fait sur l'endurance du glycolytique,
Donc les éléments pain, les éléments le WOD de 2 minutes où on fait 25 burpees, 25 cales, 25 pompes ou je sais pas quoi, Ouais. et on récupère, on a une grosse phase de récupération où on se fume complet. Là c'est le but, hein, c'est vraiment d'aller se mettre dans la douleur, à fond dans la douleur, et du coup de retarder au maximum le moment où on passe dans le flight. Et à force d'entraîner cette filière énergétique-là, est-ce que ça vient pas aussi améliorer justement les deux autres, donc le fight et le flow? Ça, c'est ma question. Donc toi, c'est en gros... En gros, Ouais, je vois. Mais on se posait une même question, c'était avec Nicolas Delay à l'époque, il y a un bout de temps. On se demandait si en augmentant énormément force max, Ouais. et en augmentant énormément la L'endurance. capacité, l'endurance, Ouais. l'endurance de base, si derrière on allait être meilleur sur un Metcon qui allait nous demander un effort un petit peu mixte, on va dire. Pour un moi, non. effort lactique. Pour moi, non. Ouais. Ah, c'est la question, ça peut être, est-ce que quelqu'un par exemple qui a un max en thruster à 140, il sera pas, c'est un des moyens d'être plus à l'aise sur un Fran, d'augmenter sa force max en thruster. Si on veut. Sauf que, et on vient rajouter un facteur qui est énorme, c'est que le facteur sur le max, le 1 thruster max, Ouais. il va être un effort qui va être fait sur 3 secondes, 4 secondes. Mhm. Sur le flow, il va être sur un effort max de 40 minutes, 50 minutes, 1 heure jusqu'à 10 heures, peu importe l'élément qu'il va faire, etc. Mais dans aucun de ces deux éléments, il va chercher le pain. Dans aucun de ces deux éléments, il va chercher la limite du flight. Et la limite du flight, il peut la trouver éventuellement en fight, c'est-à-dire sur son 1RM thruster, il peut la trouver s'il a un échec. Ouais. Mais il n'y aura pas les sensations il y aura pas voilà, il va échouer, boum. du flight Voilà. qui peut être entraîné par un En Fran. gros, il échoue son fight, il se met KO, il est KO, mais il n'y a pas le moment où il fuit cet élément-là, où il fuit sa barre, etc. Alors que s'il vient travailler sur l'élément... Genre en lactique, en gros. Exactement, lactique. l'élément pain, il va rentrer forcément, il va rentrer en flight. C'est comme quand effort max, distance max en sled push ou en sled drag. Exact. À un moment, on est obligé de passer en flight. C'est comme le sandbag. On ne peut jamais gagner le combat contre le sandbag ou contre Impossible. le sled. C'est pas possible. Impossible. Si on vous donne un effort max de 30 secondes à soul bike, rameur, peu importe, tout le monde sortira de cet effort de la même manière, peu importe la capacité de chacun. Sauf si effectivement vous avez une capacité musculaire ou une capacité coordination motrice qui n'est pas suffisante, et donc vous n'allez pas avoir la capacité de rentrer dans cet élément de difficulté. Mais si vous l'avez, vous ressortirez défoncé, vous n'aurez pas envie de refaire un deuxième round. Ouais. Et c'était Lucie qui me disait, il y avait des personnes qui avaient posé la question qui se demandaient si ils faisaient des sprints au bike tous les jours, si un jour le bike ça allait moins leur faire mal. Mais non, au contraire, parce qu'ils auront la capacité de mettre plus de force. Encore meilleur pour aller plus loin et vous faire encore atteindre des niveaux d'intensité encore plus importants. On pourra jamais s'habituer à un 30 secondes max cal bike. Par contre, on pourra augmenter sa performance. Exactement. Donc du coup, sur un Metcon où le nombre de cals est défini, où la durée est beaucoup plus définie, etc., on pourra devenir plus efficient et meilleur. On a augmenté la hauteur du plafond. Exactement. Donc l'arche a augmenté. Et donc, mais si on ne va pas travailler cette filière énergétique, on ne pourra pas faire évoluer les deux autres non plus. Parce qu'on restera toujours... on n'aura jamais été exposé à cette sensation. Tout comme un Fran, ça ne va pas être le bon moyen de faire augmenter son RM en thruster ou de faire augmenter sa capacité aérobie. Complètement. Il faut aller travailler ces éléments dans les extrêmes, justement de cette arche pour faire augmenter l'arche. Mais c'est donc l'idée que j'avais du pain qui te fait pas rentrer en flight. Le pain qui ne fait pas rentrer en flight, ou tu t'arrêterais avant par exemple, ou tu rentres en flight. Tu vas devoir rentrer en flight. Ça va être très dur de ne pas y rentrer. Ça veut dire que si tu t'as soit ça veut dire que tu es hors sujet et que tu as géré. Ouais, mais dans ce cas-là, tu n'es pas rentré en pain. Tu n'as pas été faire ton effort max. On parle vraiment de l'effort max. On parle pas là du pace, de ce qu'on fait en crossfit constamment, etc. On parle d'un Fran où on vous dit c'est unbroken, et tu dois passer sous les 3 minutes. Tu dois te mettre dedans. Alors que tu fasses 4 minutes après, c'est pas un problème. Mais si tu as donné véritablement ton effort max, le pain, le problème, c'est ça, cette notion-là, elle a complètement disparu. Le Fran RX,
Parce que quand je le coachais, il y avait des gens qui commençaient à penser à une stratégie, mais la stratégie du Fran, c'est partir. Et là, ce jour-là, c'était essayer d'aller faire unbroken. C'était le but. Bah, à la base, le 21-15-9, pourquoi Ouais, les gens se posent c'était la question série pourquoi max, c'est série max, 21-15-9? ouais. Bah, c'était à l'époque des athlètes qui avaient dans la boxe, je pense, de Santa Cruz, etc. Où Greg Glassman, il avait des athlètes Mm. qui pouvaient pas faire 22 reps, qui étaient obligés de faire que 21 reps. Donc Ils il ont avait fait 21, 21 effort après, max, et après qu'il repasse avec un la effort fatigue, max à plus que 15, et exactement, après qui plus que repasse à un 9. Voilà. C'était pas juste parce que les chiffres étaient jolis ou etc. C'était, alors peut-être un petit peu, mais c'était cette notion-là qui était présente. Ils allaient chercher le pain. 9. Ouais, et la charge RX de votre Fran, ça devrait être la charge avec laquelle vous pouvez faire 21 thrusters et pas 22, mais Exactement. unbroken, avec laquelle vous pourrez faire 15 voilà. thrusters mais pas 16 unbroken, et Exactement. les 9. D'où l'intention Et aussi c'est là qu'on où doit vous aller chercher dans un aurez WOD. c'est là où vous aurez Le but, l'intention l'intention, derrière Fran, voilà, ouais. exactement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout envie de le refaire une deuxième fois. Ouais. Parce qu'on rentre en flight. Ouais. Parce qu'à la fin Parce du qu'on WOD, sait où on va. on Ou est alors fini, on a on- envie d'y aller, on y va pleinement et voilà. Mais si on sort de son Fran et qu'on on est tout frais et qu'on va et On n'a après pas on fait discute, Fran. etc., on n'a pas fait Fran. Clairement, on n'a pas fait Fran. Le fait de finir au sol de manière complètement fracassée, etc., alors attention, hein, c'est de finir au sol après un véritable effort, une véritable pain cave où on va chercher Parce la douleur, qu'il etc. il y a parce que- aussi le fait qu'on a l'image de Fran où on doit finir mort. Ouais, Il y a c'est des ça. gens qui mettent 15 minutes Et et puis puis ils finissent restent au sol, allongés au sol, voilà. alors que c'est pas du tout la même filière énergétique, c'est pas du tout le même effort, mais Exactement. ils veulent faire comme s'ils avaient fait le même Ça, effort. c'est important. C'est pas la même filière énergétique. Si Ouais, votre ouais. effort dépasse celui de la Ça filière se finit énergétique, sur un gros sprint, mais vous passez dans un effort qui devient un effort endurable, un effort que vous pouvez continuer à faire. Et donc, du coup, vous n'êtes plus Ouais. dans l'aspect glycolytique, donc vous n'êtes plus dans l'aspect pain. Et si vous n'êtes plus dans l'aspect pain, le travail n'est pas présent. Le travail dans cette optique-là. l'intention ouais, du Fran, il Voilà. a pas été L'optique rencontrée, d'aller chercher, d'aller faire augmenter votre arche en vous exposant à ce genre de stimuli, etc., n'est plus présent. Et s'il est plus présent, et bah, du coup, vous ne faites pas augmenter l'arche. Mm. Ah, ça, c'était... Il y a Julien Pinot qui parle du fait que aujourd'hui on est dans le CrossFit à cause de la compétition au final, parce qu'on veut être performant, on est très bon pour pacer, pour faire la stratégie, et qui peut manquer un petit peu de ce genre de WOD où on part et on voit comment ça se passe. Et voilà. Au début c'était ça. Au début les gens, même des fois en tant que coach on pouvait se dire mais pars pas comme ça. Mais parce qu'on a au notre moins ils avaient encore cette responsabilité. capacité. Ouais. Notre responsabilité, elle est super importante. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, à d'innombrables fois, j'ai expliqué aux gens parce que je voulais en fait qu'ils aient la capacité de finir le WOD sous un certain time cap, sous un certain temps, on va dire 12 minutes par exemple, et que du coup, je leur expliquais que s'ils partaient comme des sauvages, Ouais. ils allaient exploser Ils allaient pas le et du faire. coup, après, ils allaient subir le reste. Mais c'est limite au moment où ils explosent qu'on devrait presque leur dire bah, stop, t'as fini ton WOD. Mhm. Et continue pas parce que si tu continues, ça va pas forcément être bénéfique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps, les time frames qu'on donne, les time caps ou les éléments, ou le temps qu'on va donner détermine une filière énergétique qu'on veut aller travailler. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus, en CrossFit, on va être beaucoup plus dans un gros flow, dans les WOD. Ouais. Parce qu'on On va dépasse essayer les de 2 le minutes. rester au début. Voilà. Ouais, mais après il y a le problème on part en fight et derrière on le subit et après on est en fight Et flight. on passe en fight. Ça va plutôt être ça la plupart des metcons, je pense. Où Ouais, mais on si essaye tu de rester dans le fight Ouais, après. mais si tu regardes un athlète Ou tel alors que on Rich commence Froning, en flow. Oui, Rich bien Froning, sûr. il est où ouais. il est à 100% de son temps dans le flow. Et il va être en flow fight en fait. Il va être très bon pour, Ouais, voilà, pour c'est ça. tenir. Exactement. Pour tenir Mais parce le qu'il va pas combat. chercher son effort maximum. En tout cas, il va rarement passer en flight. Parce pour lui, il s'entraîne à 80%. Et qu'il fasse ça à l'entraînement chez lui ou qu'il fasse ça en compétition, c'est limite la même chose. Quand on le voit s'entraîner, on se dit, mais c'est pas possible. Moi, il y a un WOD qui m'avait marqué, c'était celui face à The Engine, comment elle s'appelle Sam Briggs. Thruster, c'était le WOD des qualifs. Thruster burpees. Thruster Burpees, ouais. C'est un truc comme ça. 21-15-9, non? C'était aux Open, tu sais, où il y avait Sam étaient Briggs, il y 4. avait... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et on voit Sam Briggs qui part, etc. Et lui, Froning, tranquille. On a l'impression qu'il est presque en train de faire des échauffements tellement il est propre techniquement, etc. Ouais. Mais au final, il finit Et premier. justement, il y avait une analyse qui était intéressante entre Froning et Kalipa. Et je crois que c'était, comment il s'appelle Aerobic Capacity, l'entraîneur Chris Hincho Chris Hincho, qui disait qu'à l'époque, Kalipa, au niveau des
des données physiologiques qu'il était supérieur à Froning, mais que la capacité technique de Froning, son efficience en fait, avait fait que sur ce WOD, c'était celui avec des fenêtres en thruster et chest. Ah oui. Froning il avait ouvert les fenêtres, Kalipa il avait pas réussi, et et au final, c'est peut-être la capacité de Froning à rester justement dans une partie du flow qui lui permet d'être plus coordonné et qui permet derrière d'aller plus loin que quelqu'un qui a une VO2 max plus importante, qui a un RM en thruster plus important et qui a des données, des valeurs physiologiques supérieures à la sienne. Mais donc du coup, c'est quoi le mieux pour le crossfitter? C'est d'être comme Kalipa ou d'être comme Froning? C'est d'être un Froning, c'est d'être les deux, mais Le mieux, c'est mais d'être vaut un mieux être Kalipa. Froning parce que Le mieux, Froning, c'est d'être un il a Kalipa. gagné, quoi. Oui, dans sa compétition. Ouais, Mais le truc, c'est qu'à l'entraînement, si vous n'allez pas chercher et que vous restez tout le temps à 80%, vous êtes toujours en fait dans un aspect de la roue au lieu d'aller chercher l'autre aspect de la roue. Ouais, il faut passer du temps dans cet aspect-là. Exactement. Et c'est en passant du temps dans cet aspect-là. Aujourd'hui, je pense que Froning, il n'est pas au sûrement maximum qu'il en de ses passe capacités. aussi de temps en temps, quand même. Je sais pas, parce que de toutes les vidéos que je vois et de tous ces. T'as vraiment l'impression qu'il est toujours. En même temps, quand on tranquille, s'entraîne hein. autant de temps que le temps que les athlètes Lui, c'est par le volume passent aussi à qui vient. s'entraîner, on peut pas être en fight toute la journée, quoi. Non, c'est On peut sûr. pas faire que Mais des à efforts quel moment max, est-ce qu'il. C'est après la question, c'est est-ce qu'il va. mais Voilà. c'est plus la. Ouais. Est-ce qu'il va chercher cet élément-là ou est-ce qu'il reste simplement dans sa zone? Est-ce que son arche a tellement été construite qu'il est pas au sommet de son, ce qui est clair, hein, il est au sommet de son art. Mais est-ce qu'il va chercher son potentiel max? C'est pas dit. C'est pas dit. Peut-être que si effectivement il allait plus, il travaillait moins à 80 et que de temps en temps il allait chercher. Après je dis ça, j'en sais rien, je suis pas avec lui que tous les jours, je sais pas exactement comment il s'entraîne, ni l'impact que ses entraînements ont sur lui au niveau physiologique ou quoi que ce soit. Ça se trouve il se met dedans des vilaines. Mais l'impression que en tout cas de l'extérieur il dégage une impression de facilité. Ouais, et c'est sûr que facilité c'est sa capacité à gérer ses émotions, à gérer ses expressions au niveau du visage. Alors moi ça me rappelle un truc au niveau des thrusters, c'était quoi? Il y a eu un WOD des Open où c'était thruster chest to bar aussi, même chose avec des fenêtres je crois ou quelque chose comme ça, où je me suis vu en vidéo faire des thrusters et je me suis dit mais dans ma tête c'était l'horreur, j'étais en train de mourir complètement et je me suis vu en vidéo, je me suis dit mais j'avais l'air tellement facile que limite si je voyais quelqu'un faire ça je serais en train de lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Mais ouais c'est ça, vas-y bouge-toi, fais quelque chose. Et donc la perception qu'on peut avoir de l'extérieur peut être très différente de ce qui se passe dans la tête d'une personne. J'avais remarqué que c'était une réflexion quand on fait du renfo, quand on va chercher des séries max en faisant du renfo. Donc quand on n'est pas dans le cardio, quand on est calme, on est capable d'endurer des douleurs musculaires qui sont super importantes. Dès qu'on est un petit peu essoufflé, j'ai l'impression que notre tolérance elle pique du nez et qu'au final on perd nos moyens trop vite. Je pense à des fois, c'est peut-être se concentrer sur la douleur et se dire, au final, oui, je la sens, mais c'est pas si pire que ça. Oui, t'es essoufflé. Pour essayer de rester calme, je pense que c'est important. Parce qu'on a vite fait de paniquer et de se faire des films, une montagne de ce qu'on est en train de ressentir, alors qu'au final, c'est juste qu'on est un petit peu essoufflé. Et que notre perception, elle est décuplée. Parce que justement, on va rentrer, on est dans le fight et on va rentrer carrément dans le fight, ça, mais simplement à cause du souffle. Ouais. Ça veut dire que moi j'ai testé plusieurs fois de nos pensées. Oui, parce qu'il y a un danger supplémentaire. Non seulement on a mal aux muscles, on a la douleur des muscles, qu'on a la capacité de faire quand on n'est pas complètement oxy, mais en plus il y a le souffle, et là le corps il se dit mais qu'est-ce qui se passe? T'as mal ici, t'arrives plus à respirer, je vais pas avoir la capacité d'apporter autant de sang, et donc il commence à flipper. Si on prend ça dans un contexte hors d'un entraînement, si on était dans la nature, je sais pas, un homme préhistorique qui a mal aux jambes, qui est essoufflé, clairement je pense que intérieurement il se dit t'es en danger là, s'il arrive un truc ça va être compliqué. Faut que tu ailles te cacher vite. C'est peut-être pour ça que derrière c'est des mécanismes de défense qui font que moi j'ai remarqué ça sur le vélo. J'ai la capacité sur le vélo quand je suis pas oxy, donc le cardio est élevé, à supporter la douleur et à dépasser la douleur. Et à même après ne plus avoir cette même douleur parce qu'au bout d'un moment tu la ressens moins. Enfin moi c'est la sensation que j'ai. Alors que si je fais un WOD et que derrière il y a quelque chose ou que juste avant j'ai fait quelque chose, ça n'a plus rien à voir. Je m'arrête, je redescends le rythme des chutes drastiquement. Je passe de 1500 cal, je passe à 1100, 900, mais à une vitesse énorme. Alors que il n'y a eu aucune différence et que j'avais la capacité, si je fais que ça et que je garde mon souffle et que je reste calme dans ma tête, à continuer avec cette douleur. La douleur est présente. Et au bout d'un moment, notamment quand j'ai fait le 10 minutes max cal à la soul bike, j'ai passé la douleur.
On va s'arrêter là-dessus, je crois, parce que il me semble que... voilà, il me semble que c'est ça. Tais-toi des coachés. Ouais, c'est ça. Ok. Et ben on reviendra peut-être sur un des éléments plus tard. Allez, Ciao. ciao, à bientôt.